Trop près, trop près. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, plus sérieusement, vous m'excuserez cette introduction théâtrale, mais c'est précisément parce que aujourd'hui nous allons reprendre cette matière sur le théâtre, et particulièrement l'analyse d'une scène d'exposition, moment clé, à la fois pour le dramaturge et pour le spectateur, ou le lecteur d'ailleurs, qui en apprend plus sur la pièce qu'il va découvrir. Il peut comme cela apprendre plusieurs éléments: le cadre spatio-temporel, les personnages, l'intrigue et la communication. Le spectateur est amené à comprendre la pièce via les 4 éléments qui sont ici. Alors c'est valable pour une pièce de théâtre, c'est valable en réalité pour beaucoup de choses, pour un roman, que sais-je. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à une pièce de théâtre, une tragédie de Racine, écrite en 1667, c'est la 3e pièce, et Racine connaît le succès véritablement avec cette pièce. La première représentation a eu lieu au Louvre, pas le musée, mais bien sûr encore un château à l'époque, devant la reine, et ça lui vaut vraiment un grand succès. C'est La Duparc, une grande actrice qui interprète le rôle clé de la pièce, avec Andromaque, bien sûr. Le rôle titre, c'est une actrice qui a été volée à la troupe de Molière, et cette actrice décédera d'ailleurs un an plus tard, probablement des suites d'une fausse couche. Cette histoire, Andromaque, est inspirée des anciens, Virgile, Euripide, Homère, et j'ai eu l'occasion de rappeler l'impact fort de la guerre de Troie qui précède cette histoire. Andromaque, vous le savez, c'est la veuve d'Hector, désormais captive de Pyrrhus, qui est le fils d'Achille, et Oreste et Hermione ne sont ni moins que cousins, puisqu'ils sont respectivement le fils d'Agamemnon et la fille de Ménélas, son frère. Alors intéressons-nous directement au premier point, à savoir le cadre spatio-temporel. Quel est l'enjeu? Eh bien, savoir ça se passe où et ça se passe quand. Attention que cette fois-ci ça va être double, il faut être à la fois large et précis, donc ça se passe où, dans quelle région, ça se passe où, dans quel endroit précis, et ça se passe quand, à quelle époque, mais aussi à quel moment. Ces informations nous sont données. Voici le texte que vous connaissez. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle, et déjà son courroux semble s'être adouci, depuis qu'elle a pris soin de nous rejoindre ici. Qui lui dit qu'un rivage à mes yeux si funeste présenterait d'abord Pylade aux yeux d'Oreste, qu'après plus de 6 mois que je t'avais perdu, à la cour de Pyrrhus, tu me serais rendu. J'en rends grâces au ciel qui, m'arrêtant sans cesse, semblait m'avoir fermé le chemin de la Grèce. Si la coupure est de moi, je craignais que le ciel, par un cruel secours, ne vous offrît la mort que vous cherchiez toujours. Mais je vous vois, Seigneur, et si j'ose le dire, un destin plus heureux vous conduit en Épire. Le pompeux appareil qui suit ici vos pas n'est point d'un malheureux qui cherche le trépas. Voici le texte, et les indications de lieu, vous le constatez, sont suffisantes, puisque nous avons directement... Oups, je me suis trompé. Oui, les indications de lieu sont suffisantes. Nous sommes sur une côte, un rivage. Nous sommes plus précisément à la cour de Pyrrhus, et probablement un palais. Et un peu plus loin, on nous dit que c'est en Épire. Nous avons donc à la fois le lieu
l'espace, la région, mais aussi le lieu plus précis. Alors, est-ce que cette mention fait double emploi avec la didascalie initiale, qui est ici? La scène est à Butrode, ville d'Épire, dans une salle du palais de Pyrrhus, acte 1, scène 1, Oreste Pylade. Bien sûr que non, puisque d'une part, les informations sont plus précises dans les répliques, mais d'autre part, évidemment, le spectateur n'a pas accès à la didascalie. Et donc, les répliques seules peuvent l'informer d'un décor qui, parfois, est tout à fait approximatif. Il faut imaginer que les moyens n'étaient pas toujours très élevés, et donc que c'est parfois un simple décor sommaire qu'on a derrière nous avec une colonne, et à nous de comprendre où nous sommes. Le texte le dit. Alors ici, cette mention est très intéressante puisque la mention, la scène est à Butrotte, venant avant acte 1, scène 1, on peut supposer que nous sommes face à du théâtre classique et que, bien sûr, cette scène sera valable pour toute la pièce. Nous sommes dans le cadre de l'unité de lieu, toute la pièce aura lieu dans cette salle du palais de Pyrrhus. Les indications de temps, nous les retrouvons également, bien sûr. Oups, pardon. Les indications de temps, nous le retrouvons avec la Grèce mythologique, excusez-moi, et un peu plus loin, au vers 109, je crois, il est question « Ainsi, n'attendez pas que l'on puisse aujourd'hui vous répondre d'un cœur si peu maître de lui. » Vous le voyez, aujourd'hui nous indique bien que nous avons la journée devant nous. Nous sommes probablement le matin, cela respecte évidemment le prescrit classique. Alors, intéressant de constater que la pièce commence bien par un « oui ». Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle. Oui. Ce oui nous montre que nous sommes dans un début in medias res, in media res, comme disent les Français. Nous avons l'action qui est déjà commencée. Nous entrons dans une action en cours. Alors c'est plus vivant, c'est surtout peut-être plus vraisemblable. Le oui indique qu'un dialogue précède les premiers vers. Un dialogue auquel on n'a pas eu accès. La conversation avait commencé sans nous. Oreste est déjà dans le palais et attend Pyrrhus. Leur histoire est déjà d'ailleurs très ancienne, puisque voilà 6 mois qu'ils ne se sont pas vus, et Oreste est bien connu de Pylade. Pylade dit, ne vous offrit la mort que vous cherchiez toujours, c'est bien que ils ont été amis avant qu'on les rencontre nous-mêmes, et certaines phrases peuvent nous échapper, comme celle-ci, nous serons amenés à la connaître plus tard. Cet élément est intéressant, évidemment, comme à mes vœux si funestes. Pourquoi le rivage est-il funeste aux yeux d'Oreste? Eh bien, nous l'apprendrons, nous le comprendrons après. C'est évidemment typique du début in medias res. Le début in medias res est très intéressant dans le cadre de la communication que j'aborde ici. Cette communication avec le spectateur ou avec le lecteur doit être étudiée dans le cadre d'une scène d'exposition. Et elle paraît naturelle ici, puisque vraisemblable. Nous sommes dans le cadre d'une double énonciation, personnage savant Pylade, qui est déjà à la cour, et personnage ignorant, Oreste, qui débarque et qui demande des nouvelles. Voilà la cause de la communication. Les deux amis se retrouvent après un long temps, et naturellement, ils font le point, devenant d'ailleurs tour à tour personnage savant, personnage ignorant. Quand Oreste donne de ses nouvelles, c'est lui le personnage savant, évidemment. Voici donc la transition entre les éléments qui annoncent le cadre spatio-temporel et les éléments qui annoncent le personnage. Alors, la pièce, effectivement, commence... Ah non, les personnages, qu'est-ce qu'on doit connaître sur eux? Les personnages présents, mais il y a aussi les personnages absents. Ici, nous avons seulement Pylade et Oreste, naturellement.
mais il va être question de beaucoup d'autres personnages, vous vous en souvenez. Que doit-on connaître sur eux? Qui sont-ils? Quel est leur statut? Leur métier? Leur statut social? Quel est le lien qui les unit? Et quel est leur état émotionnel? Dans quel état émotionnel se trouve-t-il? Ainsi, la pièce commence bien sûr sur leur relation. Ce sont des amis intimes. Voilà le lien qui les unit. C'est la première chose qu'on apprend. C'est d'ailleurs Oreste qui va se charger de dire les noms des personnages essentiels. Souvenez-vous, les spectateurs sont confrontés à deux acteurs, ils ignorent qui est qui. Dans une même réplique, et cela peut paraître un peu artificiel, Oreste se nomme et nomme Pylade son ami. C'est assez fréquent chez Racine, comme vous allez le voir. Très vite, le personnage absent est mentionné, Pyrrhus, c'est normal, nous sommes chez lui. On apprend que Oreste est un grand seigneur et qu'il n'est pas n'importe qui, hein, il est l'ambassadeur des princes grecs. Le pompeux appareil, c'est une escorte qui est avec lui, pas un appareil objet évidemment, mais appareil dans le sens apparat, hein, l'éclat, ce qui donne de l'éclat en société. Pylade est un ami de longue date, mais de condition inférieure à Oreste. Il lui dit Seigneur, il lui dit vous, et plusieurs fois il le vous voit, il le dit ici, je vous vois. Amusant. Tandis qu'Oreste, lui, eh bien, le tutoie. Je t'avais perdu. Nous marquons donc par la même occasion, nous vous remarquons donc la différence de statut entre les deux. Lui aussi, Pylade a voyagé, mais j'ai supprimé, ce n'est pas lui qui est important. On retrouve ce procédé fréquemment chez Racine. On voit ici dans la pièce Iphigénie qui date de 1674. Racine connaît désormais le succès et la pièce jouée à Versailles est de nouveau un grand succès. Elle est jouée à Versailles devant le roi qui fête ses victoires en Franche-Comté. Énorme succès même, on peut dire, puisque des critiques de l'époque parlent qu'on n'aurait jamais vu autant de larmes versées. On voit le principe qui est exactement le même. Oui, début in medias res, c'est Agamemnon, il se nomme, c'est ton roi qui t'éveille. S'il l'éveille, c'est que nous sommes le matin. Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille. Arcas répond, c'est vous-même, Seigneur. Quel important besoin vous a fait devancer l'aurore de si loin? Nous sommes assez tôt, le matin, à peine un faible jour vous éclaire et me guide. Nous en apprenons plus aussi sur le cadre spatial. Vos yeux seuls et les miens sont ouverts dans l'Olide, voilà où nous sommes. Avez-vous, dans les airs, entendu quelque bruit? Il est étonnant qu'il parle des airs. Un peu plus loin, les vents nous auraient-ils exaucés cette nuit? Nous sommes probablement à l'extérieur. Ces deux éléments nous l'indiquent, mais tout dort. Et l'armée, et les vents, et Neptune, ces trois éléments côte à côte, nous font dire que, oui, nous sommes dans un campement près d'un rivage. Nous allons partir, nous allons prendre la mer pour assiéger la ville de Troie. Serons-nous exaucés cette nuit? Nous sommes typiquement dans ce début in medias res, où les problèmes mis en place le seront au fur et à mesure. Arcas et Agamemnon savent évidemment sur quel point ils veulent être exaucés, le public ne le sait pas encore. Alors, ici on voit évidemment un élément intéressant, c'est cette même complicité entre Arcas, qui dit vous, qui dit Seigneur,
et Agamemnon qui le tutoie. Arcas est le fidèle compagnon du roi. Même principe avec Esther en 1689. Racine s'était retiré de la scène depuis un certain temps, depuis 11 ans, après l'échec relatif de Phèdre, dont nous allons reparler, et après son mariage, par ailleurs, Racine a obtenu une fonction importante auprès du roi. Il est devenu, comme Boileau, historiographe du roi. Et ma foi, cela lui suffit. Il n'a pas envie d'aller plus loin, il n'a pas envie d'en faire plus. Il arrête d'écrire pendant plus de 10 ans. C'est Madame de Maintenon, la maîtresse du roi, plus que la maîtresse du roi en 1689, elle est l'épouse secrète du roi Louis XIV. C'est elle qui va demander à Racine de se remettre à écrire des tragédies, dans le but d'éduquer les jeunes filles dont elle a la charge, les jeunes filles de Saint-Cyr, parce qu'elle trouve que la tragédie, précisément, a un grand but didactique, et nous savons que c'est le cas, c'est une des règles du classicisme, cette volonté d'éduquer le spectateur. Ici, il s'agit d'une histoire biblique. Nous retrouvons dans cette pièce le même principe que dans toutes les pièces de Racine. Est-ce toi, chère Élise? Le est-ce toi montre bien que nous sommes dans le cadre d'un début in medias res. Plus loin, ô jour 3 fois heureux, nous montre bien que nous sommes le matin. Elle nomme Élise, Esther nomme Élise, mais elle se nommera elle-même un peu plus loin, comme souvent chez Racine. On voit que c'est la 3e fois que c'est le cas, mais ce n'est pas évidemment obligatoire. Mais toi, de ton Esther, ignorais-tu la gloire? La même relation unit Esther et Élise. Esther, la reine la plus importante, tutoie Élise, qui vous voit Esther, tout en lui servant du madame. Esther est tellement importante que, la croyant morte, Élise est éplorée. Elle dit qu'elle est séparée du reste des humains, et de mes tristes jours, je n'attendais que la fin. C'est plus que de la sollicitude, c'est de l'inquiétude, qu'on retrouve d'ailleurs dans Iphigénie, avec Arcas qui s'inquiète directement pour le roi. Et depuis quand, Seigneur, tenez-vous ce langage? Il est inquiet. Et les questions qu'il pose dans la réplique précédente marquent bien son inquiétude. Si nous revenons à l'extrait qui nous intéresse d'Andromaque, eh bien cette même inquiétude se retrouve chez Pilate. Je craignais que le ciel, par un cruel secours, ne vous offrît la mort. La seule vue de son ami le réconforte, mais je vous vois. Comme c'était le cas pour Élise, qui est réconfortée par la vue d'Esther. Alors Pilate presse, on le voit, oui, le Seigneur, toujours marqué. Dans la réplique suivante, Pilate va presser Oreste de questions. Quoi? Et 3 questions. C'est le choc, qui va entraîner une longue réponse que nous n'allons pas voir, que nous avons vue, longue réponse d'Oreste, qui va parler de lui, qui va dire ce qui lui est arrivé, soit des éléments d'intrigue, mais qui va lui dire aussi ce qu'il ressent, soit ses sentiments, ses émotions. C'est d'ailleurs annoncé en un résumé dès le début. Pilate est un ami si fidèle. En un mot, Pilate est évidemment un confident, typique de la tragédie. En effet, il connaît Oreste depuis tout petit, et il a été témoin de l'amour d'Oreste et pour Hermione depuis le début. C'est ainsi que s'il pousse aux confidences son ami, c'est parce qu'il le connaît bien. Plus loin, on lira « Je me trompais moi-même », dira Oreste, ami
n'accable point un malheureux qui t'aime. T'ai-je jamais caché mon cœur et mes désirs? Tu vis naître ma flamme et mes premiers soupirs. Ainsi, on le voit, Pylade, confident, n'a de rôle finalement que par rapport à Oreste. C'est ainsi d'ailleurs qu'il est représenté dans l'art. On le voit ici, un groupe statuaire, donc une statue avec deux personnages, Oreste et Pylade. Alors où est Pylade, à votre avis? Et où est Oreste? On le voit ici dans un tableau de François Bouchot, Pylade et Oreste. À nouveau, où est Oreste, où est Pylade? Bien sûr, Pylade est chaque fois à gauche de l'écran. Il est à la fois une oreille et un bras protecteur. Dans la mythologie, en réalité, c'est le cousin d'Oreste et d'Hermione. Et il épousera plus tard la sœur d'Oreste, qui s'appelle Électre. C'est un ami si fidèle. C'est d'ailleurs grâce à Pylade que nous en savons plus sur l'état émotionnel d'Oreste. Et oui, en un mot, Oreste était un malheureux qui cherche le trépas. Il était au plus mal, suicidaire à une époque. Difficile de ne pas comprendre l'inquiétude de Pylade. Oreste parle d'ailleurs encore de mort. Il a vécu une histoire d'amour, il lui en reste un petit espoir seulement, et en cette journée, en cette unité de temps, il va tout donner, parce qu'il a appris que, vous le savez, Hermione n'est pas aimée par Pyrrhus. Il a encore sa chance, comme on le verra. Alors, Oreste, on le voit dès le départ, est un personnage soumis à la fatalité. Oreste est soumis au destin. Il le dit en un mot ici, et dès le départ, c'est d'ailleurs le sujet de la première phrase. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. La première phrase de cette pièce d'Andromaque nous montre le destin personnalisé, figure de style, presque une allégorie ici, personnalisée, une face nouvelle, une figure quasi allégorique de la fortune, du destin, avec son propre sentiment qui, dès le départ, n'est pas un sentiment très heureux, puisqu'il est question de courroux, de colère très forte. Cette fortune a une force de décision. C'est d'ailleurs elle qui réunit les deux amis. Elle a pris soin de nous joindre ici, de nous unir ici. Cette fortune, Oreste par rapport à elle n'est plus sûr de rien, puisque il utilise le verbe semble. Il a perdu tout sens commun, peut-être, il a perdu sa force de décision. Il ne maîtrise rien, il n'a pas le choix. C'est ce que nous allons voir à l'inverse des héros cornéliens qui sont forts, qui, placés face à un dilemme difficile, voire impossible, eh bien, ils ont la force de prendre une décision. Ici, Oreste ne décide quasi rien. Il se laisse aller, il donne tout dans cette dernière chance. Il apparaît qu'il n'a pas le choix. Et Pylade entre d'ailleurs dans ce jeu en parlant du ciel, en parlant un peu plus loin de cruels secours. Me vous offrit la mort, un destin plus heureux vous conduit en Épire. C'est bien le destin qui est le sujet, c'est bien le ciel qui est capable de prendre une décision. Pylade le dit lui aussi. Or, ce destin a un nom pour Oreste,
On le voit dans la réplique qui suit. Qui peut savoir le destin qui m'amène? Le sujet de la phrase suivante est clair, c'est l'amour. Racine clairement met ici en garde contre les dangers de la passion. L'amour me fait chercher ici une inhumaine, mais qui sait ce qu'il doit ordonner de mon sort? C'est bien l'amour qui décide, ce n'est pas l'homme qui est faible et qui n'est pas maître de son sort. Il ne sait pas s'il vient chercher ou la vie ou la mort. Alors, cet amour intervient face à, bien sûr, un deuxième personnage absent qui est nommé Hermione. Hermione, responsable de cet amour, présentée dès le départ négativement, inhumaine, inexorable. Elle est présentée comme une femme de caractère dès le début de la pièce. Et Racine nous dit attention au débordement de la passion. Attention à cette passion qui vous rend esclave. Pilate s'exclame, quoi, votre âme à l'amour en esclave asservi se repose sur lui du soin de votre vie. Par quel charme, oubliant tant de tourments soufferts, pouvez-vous consentir à rentrer dans ces fers, les fers de l'amour? L'amour est, pour Racine, négatif, dans le sens où le personnage est trop faible que pour résister à la puissance de cette passion. Et l'homme, que fait-il? Bien sûr, il se sent coupable d'être si faible. Oreste est victime de son destin, et honteux car soumis à une fatalité qui le dépasse. Honteux d'avoir poussé tant de vœux superflus. Vous l'abhorriez, vous la détestiez. Hermione, n'oubliez pas que Oreste essaye de résister, mais résistance vaine, car il n'a pas réussi, la fatalité est trop forte pour lui, ou le personnage est trop faible, on résume ça en un mot, hélas. Hélas, une seule interjection qui dit toute l'impuissance du héros. Le mot apparaît 13 fois dans la pièce. 13 fois. Alors, la plupart du temps prononcé par Andromaque. Il apparaît 12 fois ce mot dans la pièce Phèdre. N'oubliez pas, vous avez vu, cette pièce, vous connaissez des extraits, vous connaissez l'histoire, et il est évident que Phèdre ici rappelle cette même fatalité qui a accablé Oreste. Alors, Phèdre, 1677, grand succès, mais Racine est critiqué, et il prend très mal les critiques. Très très mal. Et c'est suite à cette pièce-là qu'il décide complètement d'arrêter, pendant une dizaine d'années. Or, le principe est le même, on le voit à travers l'extrait proposé. Eh bien, cet extrait, oui, c'est Phèdre qui parle à Hippolyte. Souvenez-vous, elle vient de lui faire cette tirade que vous connaissez probablement par cœur. Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser, je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateurs de 1000 objets divers, etc., etc. Eh bien, Hippolyte, à qui elle dit tout ça, lui dit quoi? Mais que dites-vous, madame? Et elle lui répond, elle craque, et elle avoue. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc ont allumé le feu fatal à tout mon sang, ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle
de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même en ton esprit rappelle le passé, c'est peu de t'avoir fui, cruelle. Je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. On retrouve tout, évidemment. On retrouve tous les éléments de l'héroïne soumise à la fatalité. Elle n'est plus sujet mais objet malheureux, elle n'a plus le choix, elle a résisté bien sûr, mais ce fut insuffisant, parce que elle est faible ou parce que la fatalité est trop forte. Et regardez, j'aime. Ce mot isolé en début de vers, 2 syllabes, avec la deuxième un peu difficile à prononcer, parce que moins habituel, comme un aveu qui passe mal. Cette passion qui la submerge la dégoûte elle-même. Elle parle de sa fureur et elle est encore capable de discernement, mais elle dit ce n'est pas de ma faute. Je suis innocente à mes yeux. C'est ce fol amour qui trouble ma raison. Nous retrouvons le même principe donc que pour Oreste, qui est soumis à la fatalité, peut-être plus fort ici avec Phèdre qui compare l'amour à du poison. Alors, la scène d'exposition, c'est aussi parler de l'intrigue, avec 2 grandes questions pour l'intrigue. Que s'est-il passé et que va-t-il se passer? Ces 2 grandes questions qu'on pourrait finalement lier au début in medias res. Que s'est-il passé avant, puisque nous assistons à la scène en cours de route? Et que va-t-il se passer? Qu'on traduit souvent dans le cadre de la comédie par quel est le problème et qui, comment va résoudre ce problème? Et comment va-t-il faire? Or, dans une tragédie, on le sait dès le départ, la résolution, il n'y en aura pas, et la fin sera malheureuse. Je voudrais, pour répondre à cette question de scène, m'intéresser ici à l'intrigue d'Andromaque. Scène d'exposition qui donne tous les éléments d'intrigue. Que s'est-il passé avant? Eh bien, nous l'avons dans les mots d'Oreste qui dit « Je viens voir si l'on peut arracher de ses bras cet enfant dont la vie alarme tant d'états. » Oui, vous le savez, l'intrigue amoureuse est doublée d'une intrigue politique. Et on le voit dans ce tableau de Pierre-Narcisse Guérin au style académique peu plaisant, hein. Pyrrhus le Roux, hein, c'est bien l'origine de son nom, sur son trône, dans une position grotesque qui le fait ressembler à un enfant qui glisse de sa chaise haute, protège de son bras Andromaque, et surtout Andromaque et son fils, face à Oreste tout droit. Derrière, Hermione semble préparer un mauvais coup. Que s'est-il passé? Eh bien, Oreste a brigué les suffrages, souvenez-vous, pour obtenir une mission politique, celle de la pièce. La tragédie a une intrigue politique, la comédie a une intrigue sociale. Astyanax représente un danger. Astyanax, c'est le fils d'Hermione, c'est le fils d'Andromaque et d'Hector. C'est un danger pour tous les Grecs. L'intrigue est donc un peu politique, mais l'amour a bien la place dominante, avec en particulier que va-t-il se passer? Eh bien, Oreste le dit aussi, heureux si je pouvais, dans l'ardeur qui me presse, au lieu d'Astyanax, lui ravir ma princesse. C'est bien Hermione qu'il vient chercher, et pas du tout Astyanax. L'intrigue amoureuse est une intrigue forte. Le lien entre les personnages est très fort.
fait d'amour et de haine, à chaque fois, Racine veut montrer les débordements amoureux et le schéma peut être simplifié comme ceci. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Chaque personnage signale cet amour dans la scène d'exposition. Oreste dit « J'aime », je viens chercher Hermione en ces lieux. Hermione pleure en secret le mépris des charmes de Pyrrhus, c'est Pylade qui nous le dit. Et Pylade dit aussi que Pyrrhus, pour la veuve d'Hector, ses feux ont éclaté. Mais juste après, au début du vers, il l'aime. 2 ou 3 syllabes, exactement comme dans Phèdre. J'aime, il l'aime. Et c'est suffisant. Ça sonne à chaque fois comme un aveu particulièrement difficile. Et oui, parce que c'est un amour impossible. Impossible. Pourquoi? D'abord parce que aucun amour n'est parfait. Oreste aime mal Hermione, qui aime mal Pyrrhus, qui aime mal Andromaque. Oreste, en effet, a essayé de détester Hermione sans y parvenir. Il dit à Pylade, tu sais de quel courroux mon cœur alors est pris, voulut en l'oubliant punir tous ses mépris. Je fis croire et je crus ma victoire certaine, je pris tous mes transports pour des transports de haine, détestant ses rigueurs, rabaissant ses attraits, je défiais ses yeux de me troubler jamais, voilà comment je crus étouffer ma tendresse. C'est quelqu'un qui est capable de passer de l'amour à la haine très rapidement. Hermione elle-même en veut à Pyrrhus et feint le dédain. Elle semble de son amant dédaigner l'inconstance. Et Pyrrhus lui-même, quand il aime Andromaque, c'est évidemment de manière la plus cruelle. Il est capable de menacer Andromaque, qui est sa captive, ou l'enfant d'Andromaque. On lui voit tout tenter pour fléchir sa captive ou pour l'épouvanter de son fils qu'il lui cache. Il menace la tête et fait couler des pleurs qu'aussitôt il arrête. Bien sûr, on a tous menacé un enfant pour avoir un peu d'amour, mais on sait que ça ne marche pas. Cet amour impossible est aussi un amour qui n'est pas réciproque. Andromaque n'aime pas son geôlier, celui-ci n'aime pas Hermione, et Hermione n'aime pas Oreste. Andromaque, on le dit, cette veuve inhumaine n'a payé jusqu'ici son amour que de haine. Elle n'aime pas Pyrrhus. Selon la légende, d'ailleurs, quand il est sorti de sa cachette du cheval, Pyrrhus s'est rué dans la ville comme un sauvage et a fait preuve d'une grande cruauté. C'est lui qui tue le vieux Priam, c'est lui en principe qui précipite Astyanax du haut d'un rempart, Racine dit que c'est Ulysse, et c'est lui qui fait brûler par exemple Polyxène, la plus jeune sœur d'Hector, sur les restes de son père. Alors, on imagine qu'Andromaque non seulement veut rester fidèle à son époux, mais que ce genre de gaillard, elle n'en veut pas. Pyrrhus lui-même semble accorder peu de crédit au charme d'Hermione, puisque Pylade le dit, il peut, pourquoi pas, épouser ce qu'il est. Le terme est fort quand même. Ce qu'il est. Et Hermione, qui est la plus légitime finalement dans son amour pour Pyrrhus, eh bien, elle a déjà repoussé Oreste à plus d'une reprise. Elle s'est montrée inexorable. Oh, par complaisance, l'ami si fidèle dit à Oreste que leur cousine parfois pense à lui. Mais est-ce qu'il y croit vraiment? Oh, il accepte de servir d'ambassade et
d'aller voir, d'aller trouver Hermione pour parler au nom de son ami Oreste. Mais en réalité, cela nous donnerait éventuellement l'occasion de reparler du découpage. Va donc annonce non seulement la sortie de Pylade vers Hermione, mais le changement de scène, le découpage scénique classique, demande que si un personnage entre ou sort de la scène change. C'est sur ces mots que je vous laisse, en vous rappelant donc, en guise de conclusion, l'importance d'une scène d'exposition. Elle montre à la fois le cadre spatio-temporel, elle donne de nombreuses informations sur le personnage, à commencer peut-être par leur nom, précise l'intrigue et donne des indications de communication aux spectateurs. Est-ce que cette pièce respecte, par exemple, le système aristotélicien de vraisemblance et le découpage scénique classique? En attendant, je vous propose d'étudier, selon les mêmes principes, cette scène d'exposition-ci. C'est la scène d'exposition de Bérénice. Étudiez-la selon les mêmes principes, relevez les informations du cadre spatio-temporel. Ça se passe où? Ça se passe quand? Précisément et de manière plus vaste. Analysez les personnages présents, leurs liens, leur statut et leur état émotionnel. Observez l'intrigue, essayez de voir ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Et enfin, relevez tous les éléments de communication. Qu'est-ce qui rend cette pièce, cet extrait vraisemblable? Et comment la communication nous est-elle donnée? Comment est-ce qu'on informe le spectateur? Relevez les informations précisément. Et c'est sur cette dernière maladresse que je vous embrasse et je vous dis à bientôt.